Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat. Une grande semaine scientifique s'ouvre au Sénat alors que le projet de loi bioéthique est débattu à partir de demain à la Haute Assemblée. La principale mesure, c'est l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Mais l'enjeu de ce projet de loi bioéthique est beaucoup plus vaste. Il concerne par exemple la recherche sur l'embryon et sur les cellules souches embryonnaires. Ces cellules sont très particulières, elles se multiplient à l'infini et permettent de reconstituer par exemple des tissus de peau ou de rétine. Vous allez le voir, deux chercheurs français, Marc Péchanski et Cécile Martinat, expliquent aux sénateurs quelles avancées thérapeutiques sont possibles grâce à ces cellules. Je vous laisse écouter cette audition. Aujourd'hui, nous poursuivons nos travaux sur le projet de loi relatif à la bioéthique. Et l'audition de ce jour est consacrée donc à la recherche sur l'embryon, les cellules souches embryonnaires et les cellules souches pluripotentes induites. J'indique, monsieur le professeur, madame, que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo qui est retransmise en direct sur le site du Sénat et qui sera par la suite, ça je dis ça pour nos jeunes invités, consultable à la demande. Donc nous recevons ce matin madame Cécile Martinat, qui est présidente de la Société française de recherche sur les cellules souches, et monsieur Marc Péchanski, directeur scientifique de l'Institut des cellules souches pour le traitement et l'étude des maladies monogénétiques. Je souhaite par ailleurs donc la bienvenue aux étudiants de monsieur Pierre Cavelle d'AgroParisTech, que j'ai convié il y a déjà de nombreuses semaines à assister à nos travaux. Et je vais immédiatement laisser la parole à nos invités pour un propos liminaire, sachant qu'ensuite nos rapporteurs concernés par le sujet vous poseront leurs questions et les collègues qui seront entre-temps arrivés vous poseront les leurs. Alors je dis pour les jeunes qui sont donc dans la tribune, les rapporteurs concernant le sujet. Cette loi de bioéthique, pour ce qui est du Sénat, nous avons formé une commission spéciale qui regroupe en tout 37 sénateurs, constitutionnellement 37 sénateurs. Et parmi les 37 sénateurs, nous avons décidé de désigner 4 rapporteurs. Il y a donc madame Jourda, qui est issue de la commission des lois et qui ne sera pas là aujourd'hui, puisque le sujet ne la concerne pas dans le cadre des articles qu'elle a à s'occuper. Monsieur Hainaut, qui lui est issu de la commission des affaires sociales, mais ces articles ne concernent pas ne vous concernent pas, madame et monsieur, donc il ne sera pas là. Madame Imbert, donc, qui est aussi de la commission des affaires sociales, et monsieur Jomier, qui est issu de la commission des affaires sociales, qui eux sont directement concernés par ce que vous allez nous dire. Je dis ça pour les jeunes qui sont en train de nous écouter. Et je vous laisse la parole immédiatement, je suppose. Qui commence? Madame Martinat. Madame et messieurs les sénateurs, madame, messieurs, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Je commencerai juste par quelques mots introductifs sur ma carrière. Donc certes, je suis présidente de la Société française de recherche sur les cellules souches, mais je suis avant tout une scientifique. Je suis directeur de recherche à l'INSERM et je travaille depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant sur les cellules souches embryonnaires humaines aux côtés de Marc Péchanski. Donc voilà, je pense que nos propos vont énormément s'aligner. Je vais revenir un petit peu en guise d'introduction sur les cellules souches embryonnaires humaines, en précisant que je n'aborderai aucun point sur l'embryon, parce qu'à nouveau, ce n'est pas mon domaine d'expertise. Vous avez auditionné Pierre Savatier avant moi, et on s'était mis d'accord avec Pierre pour que lui puisse adresser en fait ces points. Donc moi, je me limiterai vraiment aux cellules souches embryonnaires humaines. Concernant donc la révision de la loi de bioéthique sur les cellules souches embryonnaires humaines, il est important de repréciser quelques définitions quand on parle de cellules souches embryonnaires humaines, à savoir que ce sont des cellules qui sont issues d'embryons obtenus au cours d'une fécondation in vitro, après 5 à 7 jours de fécondation in vitro, et que ces cellules en fait sont caractérisées par 2 propriétés cardinales: leur capacité d'autorenouvellement et leur capacité donc de pluripotence, à savoir de pouvoir donner naissance à tous les types de cellules que forme un organisme. Depuis donc maintenant plus d'une vingtaine d'années qu'elles ont été dérivées pour la première fois, force est de constater qu'on a vraiment franchi un cap quant à l'utilisation de ces cellules, en particulier pour les domaines biomédicaux, puisqu'on dénombre à l'heure d'aujourd'hui une vingtaine d'essais cliniques au niveau international qui portent
l'utilisation de dérivés de cellules souches embryonnaires humaines, principalement pour des programmes de médecine régénératrice, à savoir corriger un organe qui est en train d'être lésé au cours d'un processus pathologique en lui apportant des cellules neuves. Depuis 2007, il y a eu donc l'énorme découverte par le professeur Yamanaka qui a reçu la distinction du prix Nobel à ce sujet, qui a été l'identification d'un procédé qui permettait de convertir des cellules adultes, des cellules de sang essentiellement, dans des cellules qui présentaient des caractéristiques identiques aux cellules souches embryonnaires humaines, à savoir cette capacité d'auto-renouvellement et cette capacité de pluripotence. Et ce sont donc les cellules induites à la pluripotence. Il faut quand même juste distinguer sur le fait que ces cellules souches induites à la pluripotence présentent des différences par rapport aux cellules souches embryonnaires humaines, de par en fait ce phénomène de reprogrammation. Il est maintenant bien décrit dans la communauté scientifique des différences en termes en particulier de l'épigénome. C'est pas les gènes qui sont modifiés, mais c'est la régulation d'expression de ces gènes. Et ce sont des cellules, à nouveau, qui sont obtenues quand même par modification génétique de cellules adultes. Si on revient maintenant sur les processus de révision de la loi de bioéthique, on peut se féliciter en tant que citoyenne, je ne peux que me féliciter de voir qu'avec les années, en fait, en France, on a un système d'une loi qui est évolutif et qui prend en compte les évolutions à la fois scientifiques et technologiques. Cependant, on peut quand même regretter que dans le cas des cellules souches embryonnaires humaines, le texte de loi de 2013, qui devait en théorie nous permettre une certaine flexibilité, ou en tout cas nous ouvrir certaines possibilités quant à l'utilisation de ces cellules, n'a été que source de problèmes, puisqu'on s'est vu attaquer, enfin nos programmes de recherche se sont vus attaquer en justice auprès de l'Agence de la biomédecine. D'après mes informations, il y a encore à peu près 50% de programmes de recherche qui sont actuellement attaqués et qui font partie en fait d'un processus juridique. En faisant ce constat, en 2017, on a décidé en fait au sein de la communauté française de se regrouper, de mieux se fédérer, de mieux s'organiser. D'où la création de la Société française de recherche sur les cellules souches, qui a donc vu le jour en 2017 et dont j'ai eu la chance d'être élue présidente depuis. Donc très brièvement, c'est une société qui inclut plus de 450 membres actifs au niveau national, qui va de la recherche très fondamentale à de la recherche appliquée. On a à la fois des scientifiques et à la fois des cliniciens. Et les domaines, en fait, de notre société savante regroupent à la fois les cellules souches embryonnaires humaines, les cellules souches mésenchymateuses, les cellules cancéreuses. Donc c'est une société qui est très vaste dans ces domaines d'exploitation. Et dans le cadre en fait de la création de cette société, notre objectif était de pouvoir se faire entendre par rapport à la révision du texte de loi de bioéthique. Et nos revendications étaient triples. La première concernait la distinction qui devait être faite entre un embryon et les cellules souches embryonnaires humaines, parce que nous, on considère, en tant que scientifiques, que les cellules souches embryonnaires humaines ne peuvent plus faire partie du même texte de loi et qu'elles doivent vraiment être séparées. Et on avait également une revendication par rapport aux autorisations de recherche et au texte de loi actuel, qui finalement devenait beaucoup plus limitant et par rapport à ces attaques en justice auxquelles on était confrontés et pour lesquelles on demandait en fait une adaptation. Et le troisième point correspondait à un point plus sur la recherche sur l'embryon dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Concernant la proposition du texte de loi actuel, on ne peut que se réjouir en tant que scientifique de l'évolution positive, du fait que l'on passe enfin d'un système d'autorisation à un système déclaratif, et on espère vraiment que ce système déclaratif devrait nous protéger contre ces menaces juridiques. On peut quand même simplement souligner encore l'existence de prérequis, en particulier la finalité médicale, et ce terme clairement est limitant et restrictif à mon sens. Toute recherche
a forcément une finalité médicale à plus ou moins long terme, qu'elle soit directe ou indirecte. Et ce terme de finalité médicale ne prend pas en compte le continuum et la continuité de la recherche scientifique dans ce domaine. Et je pense qu'il faudrait un terme beaucoup moins restrictif et qu'on pourrait plus parler d'agrandissement des connaissances de la biologie chez l'homme et de l'amélioration de sa santé. Mais je trouve que cette limitation encore du prérequis de finalité médicale pose encore un petit souci. Donc voilà, moi je vais en avoir fini. Je pense que Marc va plus aborder lui un autre problème qui est justement les résultats en fait des essais cliniques qui commencent à être présentés et qui sont extrêmement positifs, et donc des étapes prochaines que va nécessiter en fait l'utilisation de ces cellules cliniques. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, messieurs, mesdames les sénateurs, bonjour à tous. Et je vais effectivement continuer après ce que Cécile vient de vous dire pour essayer de vous parler de l'avenir. Et pour parler de l'avenir, je vais commencer par parler du passé, c'est-à-dire de la façon dont les scientifiques français, à partir de 2005, puisque la loi de bioéthique interdisait en France jusque-là le travail sur les cellules souches embryonnaires, ce qui nous a coûté quelques années de retard par rapport à nos collègues étrangers. Les scientifiques français donc ont abordé la question de l'exploration et de l'exploitation des cellules souches embryonnaires avec un angle qui était un angle discuté dans la communauté, je dois le dire, en 2005, lorsque ça a été lancé, qui est un angle thérapeutique. C'est-à-dire que la discussion se faisait sur est-ce que nous avons effectivement les résultats nécessaires pour avancer vers des thérapies qui s'appuient sur l'exploration des cellules souches embryonnaires ou qui s'appuient sur le transfert de cellules issues des cellules souches embryonnaires dans le cadre d'une thérapie cellulaire. ISTEM, dans le cadre de la création donc, de cet institut, qui est un institut un peu particulier, puisqu'il associe la recherche publique au travers de l'INSERM en particulier, et de l'Université d'Evry, et la FM Téléthon, qui est directement tutelle de notre institut. Cet institut s'est donc orienté de façon déterminée vers l'utilisation thérapeutique. C'était notre mandat et c'était un petit peu notre promesse lors des discussions, des différentes discussions que nous avons pu avoir autour des révisions de la loi de bioéthique. Quelque part, on s'était engagé à faire le maximum. Évidemment, en science, on ne peut pas promettre quelque chose qui peut se heurter à des questions biologiques que nous n'avions pas perçues, mais en tout cas, on a promis. Et je vais vous dire aujourd'hui où on en est. On a promis qu'on allait travailler sur ces possibilités d'exploitation des cellules souches embryonnaires à des fins thérapeutiques. Beaucoup de monde, parmi nos opposants, ont discuté ces axes, ont expliqué sur des bases qui n'étaient pas les nôtres que ça ne serait jamais possible. Bon, ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Aujourd'hui, après ces 15 ans, on a non seulement des programmes de recherche sur de nouvelles thérapies, mais nous avons des résultats sur ces nouvelles thérapies. Nous avons en particulier exploré 2 axes de recherche différents. Le premier qui a abouti à des premiers résultats cliniques déjà publiés, c'est un axe dans lequel nous avons utilisé des cellules souches embryonnaires un peu particulières puisqu'elles étaient dérivées d'embryons rejetés au moment d'un diagnostic préimplantatoire. Au moment de ces diagnostics préimplantatoires, qui concernent des familles qui ont eu le malheur d'avoir un enfant atteint d'une maladie génétique extrêmement grave, les médecins, les généticiens, donnent la possibilité à ces couples d'avoir un enfant dont ils leur assurent que le génome ne contient pas le gène muté et que donc cette maladie très grave qu'ils risquent de transmettre ne sera pas transmise. Et dans cette action génétique, il y a
une élimination des embryons qui sont porteurs de la mutation. Nous nous sommes associés avec des centres qui travaillaient sur ce diagnostic préimplantatoire pour obtenir des cellules souches embryonnaires porteuses des mutations. Et nous avons, en particulier Cécile qui est à côté de moi sur la maladie de Steinert, nous avons donc étudié ces cellules, identifié dans ces cellules des anomalies qui étaient liées à la mutation et utilisé ces anomalies comme marqueurs pour déterminer le rôle éventuellement thérapeutique de composés que nous avons testés sur ces cellules, et cela nous a permis d'identifier des composés qui pouvaient avoir un rôle thérapeutique. Aujourd'hui, après donc 15 ans, nous avons publié l'année dernière le résultat d'un essai clinique sur la maladie de Steinert, montrant que le repositionnement, donc l'utilisation d'un médicament utilisé pour tout à fait autre chose, qui est la metformine, le glucophage, donc un médicament antidiabétique dans la maladie de Steinert, permettait aux malades de gagner 10 à 15% de périmètre de marche. Il s'agit d'une amélioration symptomatique, pas d'un traitement évidemment de l'ADN qui porte la mutation ou de la perte cellulaire, mais il s'agit d'une amélioration de la vie des patients qui a été permise par ce repositionnement de cette molécule qu'ils peuvent prendre quotidiennement. Et puis en parallèle, on a un certain nombre d'autres molécules, dont une qui a déjà donné en usage compassionnel un effet chez 2 patientes atteintes d'un autisme d'origine génétique, qu'on appelle le syndrome de Phelan-McDermid. Et ces patientes ont retrouvé ou ont trouvé un contact social. Ce sont des patientes qui sont non-verbales. C'est un autisme extrêmement grave, comme un de ces autismes qu'on voit aujourd'hui au cinéma dans Hors Norme, que je conseille à tous ceux qui ne l'ont pas encore vu. C'est un film absolument remarquable. Parmi ces patients atteints d'autisme très profond, on a pu repositionner, là encore, une molécule qui est le lithium et qui a donné des résultats cliniques. Donc, quelque chose qui ouvre aujourd'hui des voies pour des maladies génétiques contre lesquelles jusque-là on ne pouvait rien, pour améliorer les symptômes. Et j'y reviendrai tout de suite après quelques mots sur la thérapie cellulaire. Un travail qui nous a donné l'occasion de contacts qui deviennent de plus en plus étroits avec des industriels, de grosses sociétés pharmaceutiques qui sont intéressés par notre approche, intéressés par le fait que pour eux, il ne s'agit pas d'aller vers un repositionnement, mais vers la découverte de nouvelles entités chimiques pour faire des médicaments nouveaux, mais quelque chose qui, effectivement, devient maintenant dans leur laboratoire d'un usage qui dépasse la recherche et qui devient du développement. Alors le deuxième axe, il est mieux connu, puisque la thérapie cellulaire a la faveur, je crois, de la médiatisation. La thérapie cellulaire, c'est une greffe de cellules dans un organe qui a perdu des cellules du fait des atteintes liées à la mutation. Et la thérapie cellulaire, c'était presque l'objectif, en tout cas le plus connu, mais le plus courant des scientifiques qui travaillent sur les cellules souches embryonnaires. Les premiers travaux cliniques ont commencé dès 2010-2011 aux États-Unis puis en Angleterre. À partir de 2014, nous avons eu la chance en France d'avoir un essai clinique mené par Philippe Ménacher à l'hôpital Georges Pompidou pour un traitement de pathologie liée à l'infarctus du myocarde avec des résultats qui permettent à Philippe maintenant de développer son approche, éventuellement d'ailleurs de la modifier puisqu'il a eu des résultats mais qu'il considère qu'il peut encore améliorer, mais en tout cas avec des patients qui montrent aujourd'hui des effets de ces greffes. Et puis c'est une nouveauté que je vous annonce ici. Nous avons nous-mêmes, en collaboration avec l'Institut de la Vision, lancé maintenant un essai clinique qui concerne des patients atteints de rétinite pigmentaire, donc d'une dégénérescence de cellules au fond de la rétine, que nous remplaçons avec des cellules entièrement construites en laboratoire par l'équipe de Christelle Monville à ISTEM et en association avec le FSABG, qui est notre centre de production à Nantes.
Nous avons implanté 2 patients déjà, nous en avons 10 pour l'année qui vient dans cet essai clinique qui vise à retrouver de la vision chez ces patients qui sont en train de la perdre et qui évoluent vers la cécité. Donc tout ça pour dire que nous sommes dans une phase où il ne s'agit plus de promettre que nos travaux, s'ils aboutissent, déboucheront dans des essais cliniques, mais vraiment de vous montrer qu'on y est. On est dans les essais. Alors, je vais corriger Cécile parce que j'ai regardé, il y a un registre des essais cliniques mondiaux qui est tenu par le NIH et hier, en préparant cette audition, je suis allé regarder, ils en annoncent 42. Sur les 42, il n'y a pas forcément 42 essais cliniques en vue d'une thérapeutique, hein, mais il y a plus de 20 en tout cas aujourd'hui essais cliniques. Je vais les compter aussi. D'accord. Donc voilà, ça veut dire que nous ne sommes plus dans les frémissements, les balbutiements, nous sommes entrés dans la phase d'application et comme de la même façon que je vous l'ai dit pour l'intérêt de l'industrie pharmaceutique pour nos modèles cellulaires qui leur permettent d'aller trouver de nouveaux médicaments, nous sommes maintenant en lien avec des industriels pour nos travaux, ceux sur la rétine et d'autres qui préparent des greffes pour le traitement d'ulcères cutanés liés à la drépanocytose et à d'autres applications. Nous sommes en lien avec des industriels qui commencent à consacrer des moyens de plus en plus importants au passage à la clinique. Alors qu'est-ce qui se présente devant nous et qu'est-ce qui fait que j'avais interrogé la commission, votre commission, il y a quelques mois, quand j'étais passé ici, sur la façon dont les sénateurs, les parlementaires en général, pouvaient anticiper ce qui va se passer dans les 5 ans ou 7 ans, puisque je ne sais plus exactement combien d'années il va y avoir avant la prochaine révision de loi de bioéthique, anticiper ce qui va se passer dans ces années en termes d'application. Parce que nous changeons de registre. D'abord parce que nos résultats le permettent, ensuite parce que les industriels s'en saisissent et que du coup nous allons vers des années où nous passerons de la recherche à la médecine. Et cette médecine que les industriels préparent non plus pour quelques malades, quelques dizaines ou centaines ou milliers de malades atteints de maladies rares, mais pour des centaines de milliers de patients atteints, par exemple, d'ulcères cutanés associés au diabète, le diabète de type 2, hein, qui provoque ces ulcérations cutanées d'autant plus graves qu'elles sont intraitables et pour beaucoup, et elles entraînent des amputations et des risques vitaux. Et puis de l'autre côté, pour la rétine, évidemment la dégénérescence maculaire liée à l'âge, non pas tant la forme qu'on dit humide et qui a aujourd'hui des traitements médicamenteux, mais la forme sèche contre laquelle aujourd'hui on ne peut rien et qui touche sans doute près de 500 000 personnes dans un pays comme la France. Donc on va vers une industrialisation. On va vers quelque chose qui sera une application médicale et cela demande des investissements énormes, des investissements considérables de la part des industriels et ces investissements ne doivent pas en aucun cas, à notre avis, être handicapés par des règlements ou des lois qui risqueraient de mettre en cause de façon périodique ou bien même dès l'origine ces investissements. Il faut que la loi qui est aujourd'hui une loi qui concerne la recherche, vous anticipiez ce qu'il va se passer demain, parce que ce qui va se passer demain en termes médicaux, c'est ce qui se passe aujourd'hui chez les industriels en association avec nous, c'est-à-dire ces investissements. La France est un pays dont on sait qu'elle est en retard en termes d'infrastructures pour la bioproduction. C'est vrai pour les anticorps médicamenteux. On a un peu raté le virage. Ça l'est un petit peu moins pour la thérapie génique, pour laquelle, grâce en particulier à la FM Téléthon, il y a eu des investissements de réaliser, mais on commence maintenant à patiner et
alors que aux États-Unis ou au Japon, il y a des développements absolument considérables, ou en Chine, des développements absolument considérables dans ce domaine. En termes de thérapie cellulaire liée aux cellules souches embryonnaires, il ne faudrait pas qu'on rate ce virage, et ce virage, c'est un virage industriel. Donc, il faut que les industriels qui ont besoin d'une solidité, qui ont besoin d'une certitude pour leurs investissements au long cours, sachent que c'est possible en France, et donc il faut arriver à trouver des modalités juridiques, des modalités réglementaires qui leur permettent de travailler. Il ne s'agit pas d'abandonner tout règlement, mais il s'agit de faire en sorte que ces règlements soient pour eux accessibles, et puis surtout solides, définitifs d'une certaine façon, comme le sont les règlements liés aux productions de médicaments. Définitifs, ça ne veut pas dire qu'ils évoluent pas au cours du temps, mais ça veut dire que c'est sur une base, sur un socle qui est stable et qui leur permet effectivement des investissements de plusieurs dizaines ou centaines de millions qui sont nécessaires pour aborder ces nouveaux marchés. Merci bien. Merci madame, merci monsieur le professeur. Je vais passer directement la parole à la rapporteure, madame Imbert, qui a certainement pas mal de questions à vous poser. Oui, merci monsieur le président, merci madame, merci monsieur pour votre exposé toujours intéressant. Tout d'abord, j'ai cru comprendre que dans le texte tel qu'il est aujourd'hui présenté et est arrivé au Sénat, le régime de déclaration préalable pour les recherches sur les cellules souches embryonnaires vous satisfait, et vous pensez que du coup ça freinera un peu toutes ces attaques sur les projets de recherche auxquels vous êtes confrontés. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous rappeler justement sur quels arguments se basent ces attaques des programmes de recherche? On les connaît à peu près, puisque nous avons des auditeurs aujourd'hui. Je pense que ça serait bien de le préciser. Quelle place aujourd'hui occupe la France? Vous avez évoqué à plusieurs reprises que nous avions pris du retard, il y a eu des années de retard. Aujourd'hui, sur certains programmes, nous avançons. Quelle place aujourd'hui la France occupe en matière de recherche sur les cellules souches embryonnaires? Et comment il faudra anticiper à travers ce texte de loi? J'entends ce que vous venez de dire sur le fait de ne pas rater le virage industriel de la thérapie cellulaire, les moyens qu'il faudrait pour l'industrie pour ne pas rater ce virage, mais comment, dans la loi, ça peut s'exprimer? Vous parliez de réglementation, nous sommes sur la législation. Comment vous pouvez, grâce à votre expertise, pourriez nous apporter des éléments qui pourraient améliorer la loi dans ce sens? Voilà pour les premières réflexions, Monsieur le Président. Merci. Vous notez les questions. Je passe la parole à monsieur Jomier, qui est aussi notre rapporteur. Bien, merci Monsieur le Président. Merci beaucoup à vous deux de nous avoir d'abord rappelé que vos recherches, elles produisaient, on va dire, du mieux-être, de la lutte contre des pathologies qui sont des pathologies graves et incurables pour la plupart, et que elle est là la finalité de toute façon. Et vous avez, je souscris au fait que l'encadrement en la matière, il existe, j'allais dire, il est consubstantiel à vos recherches. J'avais quelques questions à vous poser. La première, vous avez un peu apporté une réponse, je pense, mais je voudrais être sûr d'avoir bien compris. Vous estimez que les cellules souches reprogrammées en cellules pluripotentes ne sont pas tout à fait une alternative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette question-là? La deuxième question porte sur l'encadrement éthique auquel nous devons procéder. Est-ce que, à votre sens, il doit plus porter sur l'origine des cellules, étant entendu qu'on est sur du matériel humain vivant de toute façon, que sur les capacités de ces cellules? Je pense en particulier aux cellules pluripotentes que l'on peut faire évoluer et différencier, y compris vers des cellules de type germinal. La troisième question porte, je voudrais aussi que vous nous en disiez un peu plus sur des perspectives en termes presque de délai de la recherche sur la transformation en tissu et en organes, donc sur la thérapie cellulaire,
et en particulier sur le rein, qui est l'organe, on va dire, sur lequel la problématique peut-être la plus dense actuellement, en tout cas de façon en termes quantitatifs. Et enfin, une dernière question générale, est-ce que le texte qui nous est transmis de l'Assemblée nationale constitue à votre sentiment un cadrage qui est satisfaisant pour la poursuite de vos recherches? Ouais, là, maintenant, je vous laisse répondre. Juste peut-être une question plus personnelle. J'ai mon DGS à la mairie de Sorgues qui a une rétinite pigmentaire avancée. Et il se trouve que ces deux garçons l'ont aussi. Est-ce que je peux lui parler de vos études? Oui, bien sûr. Alors, il faut orienter ces patients vers Mohamed Sadek, qui est le neurologue, l'ophtalmologue en charge au CIC des 15-20 et qui fait ces recrutements. Les rétinites pigmentaires auxquelles on s'attaque aujourd'hui sont des rétinites pigmentaires qui touchent d'une façon plus spécifique une des couches de la rétine qui est l'épithélium pigmentaire rétinien. Et ça dépend des mutations. Il y a des mutations qui sont spécifiques, il y en a d'autres qui s'étendent à d'autres populations cellulaires. Elles touchent en général l'épithélium pigmentaire rétinien, mais elles peuvent aussi toucher les photorécepteurs. Et dans ces cas-là, notre capacité de thérapie cellulaire aujourd'hui n'est pas adaptée au remplacement des photorécepteurs. On travaille évidemment assidûment sur la question pour renforcer nos approches, mais aujourd'hui, il y a 3 grandes mutations qui nous concernent. Il y a les mutations RPE65, MRTK et LRAT, qui sont des mutations spécifiques de l'épithélium pigmentaire rétinien. Maintenant, il vous faut répondre aux questions des rapporteurs. Je vais commencer, puis tu compléteras. Tu arrives à me lire? Ça devrait le faire. On va essayer. Je vais revenir sur les motifs des attaques. C'était la première question. Donc, juste pour notre auditoire un peu plus jeune, je remercie d'être présent. Je tiens à souligner d'ailleurs que chaque année, la FSSR organise un meeting. Donc là, ça vient juste de se finir, dans lequel on encourage en fait la présence de jeunes étudiants en master. Voilà, pour leur montrer à quoi ressemble la recherche française sur les cellules souches. Donc, si on fait un petit retour en arrière, donc jusqu'en 2000, la loi de 2011, donc c'était une loi d'interdiction avec autorisation, avec dérogation, et la loi de 2013 était une loi en fait d'autorisation. Mais dans les deux cas, en fait, ça ne changeait pas vraiment grand-chose en pratique pour nous parce qu'il y avait ce fameux 3 prérequis qui sont indispensables pour obtenir une autorisation, qui sont la finalité scientifique, la finalité médicale, la pertinence scientifique et le fait que l'on ne puisse pas effectuer les travaux de recherche que l'on se propose de faire avec une autre source de matériel. Et c'est évident que la situation s'est complexifiée à partir du moment où les cellules souches induites à la pluripotence sont apparues. Donc les motifs en fait des attaques ont été très multiples. À nouveau, il y a plus de la moitié en fait des autorisations à l'heure actuelle qui sont en cours d'un processus juridique. C'est à la fois la pertinence scientifique. Pour rappel, au mois de mars dernier, 2 autorisations de recherche ont été annulées par le tribunal de Versailles. Un sur la pertinence scientifique et le deuxième sur la traçabilité. Donc moi, j'aimerais qu'on m'explique en tant que citoyenne comment un juge peut déterminer la pertinence scientifique. Mais ça, c'est un problème plus personnel, on va dire. Donc, force est de constater qu'en fait, avec le temps, de toute façon, ces attaques ont sans arrêt trouvé un nouveau motif. Donc au départ, ça a été essentiellement les sources alternatives, vous pouvez utiliser les IPS. Ensuite, voyant que cet argument ne tenait pas la route, ils se sont retournés vers un autre motif qui était la traçabilité, c'est-à-dire qu'on est censé pouvoir démontrer la traçabilité de chaque tube, chaque cellule qu'on utilise, et d'aller montrer exactement ce qu'on a fait de ces cellules. Des consentements, ils nous ont également attaqué beaucoup sur les consentements, sachant qu'on utilise, et ça c'est un point extrêmement important, comme ce sont les cellules qui sont, entre guillemets, immortelles, la majorité des laboratoires à l'heure actuelle utilisent des cellules souches embryonnaires humaines qui ont été dérivées à la fin des années 90.
Où à ce moment-là, on se posait peut-être beaucoup moins de questions. Alors déjà, elles ont été dérivées dans des pays étrangers, et puis on ne se posait pas forcément les mêmes questions qu'aujourd'hui en termes de consentement. Donc voilà, on a été attaqué sur les consentements qui, à l'époque, ne correspondaient pas aux prérequis actuels. Donc voilà un petit peu pour les motifs des attaques. Pour répondre à la place de la France en termes de recherche générale sur les cellules souches embryonnaires humaines, et je laisserai Marc compléter pour ce qui est plutôt de l'aspect thérapeutique, il est évident qu'on a pris du retard. C'était d'ailleurs un des motifs en fait de la création de notre société savante. On a vraiment lancé cette société d'abord parce qu'il y a eu une espèce de lassitude de voir nos programmes de recherche attaqués. Et la deuxième chose, c'est qu'il existe un congrès international qui regroupe tous les experts internationaux sur les cellules souches dans leur globalité, mais en particulier les cellules souches pluripotentes. Et on a réalisé en 2017 que la France n'apparaissait même pas dans le top 20 des pays les plus représentés au cours de ce congrès. Donc là, on s'est dit, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fédère notre communauté scientifique pour qu'on apparaisse un peu plus. Et donc, l'année dernière, on était très heureux de voir que, enfin, la France apparaissait dans le top 15 des pays représentés au cours de ce congrès international qui a lieu tous les ans. Mais c'est évident que, oui, on a pris du retard parce qu'il y a des équipes qui se freinent elles-mêmes de par la lourdeur. On n'a pas du tout abordé le problème de la lourdeur administrative des autorisations, des délais d'obtention des autorisations. Il faut compter en moyenne entre 3-4 mois, sachant qu'on ne peut demander que 2 ou 3 fois par an une autorisation. Voilà, donc il y a beaucoup d'équipes qui finalement se sont limitées à utiliser les cellules souches embryonnaires humaines pour ces raisons. Donc on ne peut qu'espérer que dans l'avenir, en fait, on puisse franchir de nouvelles barrières et qu'on puisse aller beaucoup plus vite. Maintenant, comme le soulignait Marc, ça ne nous a pas empêché de montrer quand même une certaine excellence scientifique, donc ça on ne peut que s'en réjouir. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres pays, en particulier les États-Unis ou l'Angleterre, on a pris quand même beaucoup de retard. Pour ce qui est de la comparaison avec des ES avec les cellules souches induites à la pluripotence, oui, moi je suis une fervente... je défends fermement la notion que les IPS ne sont pas une source alternative de matériel aux cellules souches embryonnaires humaines. Elles peuvent peut-être dans certains cas, mais à nouveau, moi mon argument c'est de dire depuis le départ, les cellules souches induites à la pluripotence, elles sont obtenues quand même parce qu'on force l'expression de gènes, donc c'est vraiment de la modification génétique de cellules adultes. Et on a besoin de pouvoir les comparer avec leur source physiologique. Et la source physiologique des cellules pluripotentes, ce sont les cellules souches embryonnaires humaines. Maintenant, il y a également des exemples qui montrent que les cellules souches induites à la pluripotence pour étudier certaines maladies pourraient présenter en fait des défauts liés à la reprogrammation qui fait qu'elles ne seraient pas forcément l'outil le plus pertinent qu'il soit. Donc je maintiens que oui, je pense qu'il y a encore des différences qui existent, même si ça n'empêche pas le développement d'essais cliniques avec les IPS, mais il y a quand même des différences qui existent et qu'il faut qu'on continue en fait à creuser cette question d'un point de vue scientifique. Alors là, c'est là où je réalise, perspective, ça je te laisserai. Par rapport à la dernière question sur le texte de l'Assemblée nationale et sur le cadrage, je pense que c'est un texte plus intelligent que le premier. En tout cas, je l'espère. Voilà. Ah, mais depuis le départ, je donnais ce point de vue, donc voilà, je maintiens mon point de vue. Plus raisonnable. Ce que je souhaiterais à titre personnel en tant que scientifique, c'est que, à nouveau, comme je le disais dans mes propos préliminaires, c'est on peut se réjouir en France d'avoir un système où cette loi est revue régulièrement et prend en compte en fait l'évolution technologique et l'évolution scientifique. Je pense qu'il ne faudrait pas trop traîner parce que notamment dans les prochaines années, de nouvelles
de nouvelles évolutions vont apparaître. Bon, clairement, la technologie CRISPR. Je pense que Pierre a dû vous parler de toutes ces questions d'embryons chimériques, d'embryons synthétiques, de gastruloïdes, de blastoïdes. Donc ça va être vraiment des concepts scientifiques qu'il va falloir suivre vraiment de très près. Et à nouveau, il faut permettre aux scientifiques de pouvoir quand même travailler sur ces notions. Je comprends tout à fait qu'il faille passer un cadre, mais il faut quand même nous permettre de travailler dessus, ne serait-ce que pour pas forcément à nouveau prendre du retard. Je te laisse avant de vous passer la parole, Monsieur Péchanski, excusez-moi, deux minutes. On a des jeunes auditoires, dans l'auditoire. Alors, je voudrais leur adresser un message publicitaire. Beaucoup pensent que le Sénat ne sert à rien et beaucoup souhaitent que le Sénat soit supprimé. Alors, je voudrais juste vous rappeler ce que vient de dire Madame Martina. L'autorisation de la recherche sur les cellules souches embryonnaires. À l'époque, c'était moi le rapporteur, et j'avais rencontré M. Péchanski à la demande du sénateur Dulé. Il avait réussi à me convaincre qu'il fallait mettre en place des autorisations sur les cellules souches embryonnaires. J'avais donc mis en place dans le projet de loi l'autorisation des cellules souches embryonnaires qui n'a pas été acceptée en commission mixte paritaire par l'Assemblée nationale. Et donc, on avait obtenu un accord boiteux qui était « c'est interdit sauf quand c'est autorisé ». Ce qui ne veut rien dire, mais bon, ça avait permis de faire passer l'ensemble de la loi. Mais 2 ans après, le Sénat, sur une proposition de loi signée de Gilbert Barbier, a voté l'autorisation sur les cellules souches embryonnaires qui a été reprise à ce moment-là par l'Assemblée nationale et votée par l'Assemblée nationale. Donc cette autorisation vient du Sénat. Et deuxième chose, pour vous dire que le Sénat peut servir de temps en temps, c'est que Madame Martina a parlé de la révision des lois de bioéthique. Or, la dernière fois, l'Assemblée nationale ne voulait pas réviser la loi de bioéthique. Et c'est le Sénat qui l'a imposé dans le cadre de la commission mixte paritaire. On n'a pas réussi à imposer les 5 ans, mais on avait réussi à imposer une obligation de révision tous les 7 ans. Bon, cette année, il semble que l'Assemblée nationale soit plus encline à accepter tous les 5 ans. Nous, on est complètement d'accord pour une révision tous les 5 ans. Excusez-moi, M. Péchanski, mais en plus, on a des problèmes avec le PLFSS. Il faut que moi, je vous quitte pour des réunions avec les hautes autorités. Et je laisse la place à Mme Doineau qui va continuer de présider. En tout cas, merci. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, puisque effectivement, je peux que saluer le travail que vous aviez fait à l'époque et qui avait largement bénéficié aux scientifiques, même si le résultat n'avait pas été aussi positif qu'on l'espérait. Ça avait été très important de montrer que dans la représentation nationale, l'avis n'était pas unanime entre les 2 chambres pour ce maintien de l'interdiction des cellules souches embryonnaires. Merci. Donc merci de votre... Alors, madame, merci. Donc, moi, je vais vous parler, je vais compléter un tout petit peu ce que vient de dire Cécile à propos de la place de la France dans les cellules souches. D'abord, en revenant au passé, quand on a créé l'Institut ISTEM, donc il y a 15 ans, juste lorsque la loi a changé et que les chercheurs en France ont pu commencer à travailler sur ces cellules, nous n'avions par définition en France aucun chercheur, aucun ingénieur, technicien qui sache manipuler ces cellules, puisque ça avait été interdit jusque-là. Or, cette manipulation cellulaire demande une pratique, une compétence tout à fait sophistiquée. Et le seul moyen que j'avais trouvé à l'époque de construire cet institut, c'était, j'avais passé quelques temps en Angleterre, ce qui m'avait laissé un peu de temps, en année sabbatique, et j'avais décroché mon téléphone pour appeler un peu partout, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, à peu près tous les noms français que je trouvais dans les publications qui se faisaient sur les cellules souches, en espérant que ça soit des scientifiques qui acceptent de venir construire l'institut avec moi. Ça avait donné quelques résultats, puisque Cécile a entendu parler
de ces coups de fil, elle était à l'époque à New York. Il y a d'autres jeunes post-doctorants qui ont entendu parler de ça ou que j'ai pu contacter. Et ces post-doctorants ont subi une accélération considérable de leur carrière, puisque en arrivant à ISTEM, ils devenaient chefs d'équipe tout de suite. Et que grâce à l'appui, à l'époque notamment du directeur général de l'INSERM, Christian Bréchot, on a eu quelques postes pour les accueillir à l'INSERM ou à l'Université d'Évry. Et la construction vraiment de l'Institut s'est faite de l'étranger avec des chercheurs qui étaient partis apprendre là-bas des techniques qu'ils ne pouvaient pas appliquer dans le pays. Donc, ce retard de 7 ans était un tout petit peu compensé par l'utilisation des compétences acquises à l'étranger. Après, ce qui nous a surtout limité, ça a été le manque de moyens. Le développement de ces recherches a été très largement handicapé par, en général, le fait que la recherche n'a pas exactement les moyens dans notre pays qu'elle devrait avoir, mais également parce que les cellules souches étaient exclues. Elles le sont d'ailleurs toujours, les cellules souches embryonnaires, de certains appels d'offres auxquels nous pouvions éventuellement déposer nos demandes. C'est le cas par exemple de l'Agence de la biomédecine qui finance des recherches sur d'autres aspects de greffe, de transplantation, mais qui exclut les cellules souches embryonnaires a priori de ces financements. Donc ça a pesé, ça a empêché les incitations. Nous, à ISTEM, on avait la chance d'être bien soutenus par le Téléthon, donc on a quand même eu les moyens de notre recherche, mais ça n'a pas permis le déploiement d'équipes sur tout le territoire, comme ça a pu, par exemple, être le cas auquel j'ai assisté, parce que j'étais membre de leur board là-bas, en Grande-Bretagne, où dès 2006, il y avait une quarantaine d'équipes dans le pays qui travaillaient sur les cellules souches embryonnaires et qui développaient ces recherches. Et donc, la place de la France, ça a été pendant très longtemps la conséquence de ce retard et de l'absence de financement spécifique et incitatif. Et puis, il y a eu un paradoxe quand même qui fait que on monte dans les classements, hein, c'est comme pour le classement de Shanghai, on est en train de monter dans les classements. Parce que le choix qu'on a fait, on n'a pas été les seuls, Philippe Ménacher a fait le même, Annelise Benasser-Grisselli a fait le même à Villejuif, on a fait le choix de cette orientation thérapeutique. Et cette orientation thérapeutique, on s'est appuyé sur les travaux fondamentaux qui étaient réalisés totalement ailleurs dans le monde, qu'on a mis à notre sauce dans une recherche translationnelle, et cette recherche translationnelle, elle aboutit maintenant à des essais cliniques, elle aboutit à des connexions industrielles qui font que quand on regarde, j'ai eu l'occasion de le faire il y a quelques jours, puis je vais le faire à Bruxelles dans quelques jours dans le cadre d'un grand réseau européen qui s'appelle Restore. Quand on regarde la carte des essais cliniques fondés sur les cellules souches embryonnaires en Europe, l'Europe n'est pas très en pointe là-dessus. Il y a une demi-douzaine d'essais, et sur cette demi-douzaine d'essais, il y a la Grande-Bretagne, il y a Israël, et puis il y a la France. Donc il se trouve que, au moins sur ce plan-là, nous apparaissons sur la carte. Et donc, ce qui est en train de se passer au niveau international, où on remonte dans les classements, c'est ça. C'est cette chance que nous avons eue et qui, d'ailleurs, découle en grande partie non seulement des choix que nous avons faits en 2005, de s'orienter vers la thérapeutique, alors que dans la communauté, c'était considéré comme un peu prématuré, mais également de quelque chose que je tiens à rappeler ici, c'est la structuration qui a été opérée dans les années 90 par l'INSERM, sous la direction de Philippe Lazare, en commun avec les hôpitaux, la structuration des centres d'investigation clinique. Ces centres d'investigation clinique jouent un rôle absolument majeur dans la recherche translationnelle, et c'est quelque chose qui n'existe pas de la même façon dans d'autres pays européens, et ça nous apporte un énorme bénéfice lorsque nous avons à faire passer les résultats d'une recherche fondamentale ou translationnelle de laboratoire, quand nous avons besoin de le faire passer dans la recherche clinique. Alors,
En ce qui concerne les changements de la loi, la question aujourd'hui, je crois, n'est plus exactement la même d'après le texte que nous voyons, même si effectivement je partage tout à fait l'avis de Cécile sur les prérequis. Demander à ces chercheurs en biologie d'avoir une finalité médicale, c'est leur demander d'abandonner des pans entiers de la recherche fondamentale ou de mentir. C'est simple. Les gens qui ont découvert la technique révolutionnaire dont tout le monde parle, qui est CRISPR, ces ciseaux qui coupent l'ADN, c'était des gens qui travaillaient sur la fermentation des bactéries et qui ont trouvé cet outil que les bactéries avaient développé pour s'opposer à l'infection par les bactériophages. Bon, c'est à partir de là qu'on peut envisager une utilisation qui a d'abord été d'ailleurs sur une utilisation dans des laboratoires de recherche sur des cellules humaines, et puis qui maintenant passe effectivement à la thérapeutique, puisqu'on en est déjà aux premiers essais thérapeutiques avec les outils CRISPR. Mais ce parcours, c'est le parcours permanent de notre recherche biologique, et puis il n'est pas unidirectionnel, il est en permanence, en itération entre ce que nous trouvons dans la recherche translationnelle, les verrous que nous rencontrons, et puis les résultats de la recherche fondamentale qui n'attaquaient pas du tout ces verrous technologiques de façon précise, volontaire, mais qui nous apportent des résultats que nous pouvons utiliser à finalité, nous, médicale. Donc clairement, ça doit disparaître, parce que depuis des années maintenant, le résultat de ces finalités médicales, c'est que d'un côté, les chercheurs sont obligés d'écrire des choses sur lesquelles ils n'ont évidemment aucune certitude. Bonjour, Monsieur Longuet. Et de l'autre côté, nos opposants nous attaquent sur des phrases, des présentations qui effectivement ne peuvent pas être solides, parce que l'aboutissement dans la finalité médicale des résultats de nos recherches, c'est à chaque fois des paris que les scientifiques font et sur lesquels ils travaillent. Alors ensuite, dans le cadre du changement de la loi, comme je l'ai dit, le problème aujourd'hui, c'est de considérer que cette loi qui porte sur la recherche doit certes être améliorée, on l'a dit, mais que le fait de passer d'un domaine d'autorisation préalable à un domaine de déclaration, c'est quelque chose qui correspond à notre façon de fonctionner dans les laboratoires lorsque nous touchons à des domaines qui ne sont pas des domaines largement accessible au public. J'avais pris déjà dans cette salle des exemples sur ces questions lorsque nous travaillons dans nos laboratoires sur des agents radioactifs. Nous travaillons dans un cadre qui est un cadre réglementaire. Nous ne travaillons pas dans un cadre qui est géré par une loi de bioéthique de la radioactivité et qui nous imposerait autre chose que de la réglementation. Cette réglementation, elle passe par une déclaration et elle passe par une formation des scientifiques qui travaillent avec ces agents, et puis elle passe évidemment par la restriction de l'utilisation de ces agents radioactifs au domaine de la recherche. Moi, j'ai travaillé longtemps avec des produits radioactifs. Si je les avais sortis de mon laboratoire au moment où je marchais sur le trottoir, j'aurais été, comme n'importe lequel d'entre nous, directement dans la case prison, puisque c'est interdit de se promener avec ce genre d'agents, sauf autorisation très très spécifique. Donc, le fait de passer dans un cadre réglementaire, c'est un cadre qu'on connaît, et avec le système déclaratif, c'est un cadre qui ne va pas nous ralentir comme nous ralentit aujourd'hui la demande d'autorisation préalable qui, comme Cécile l'a rappelé, nécessite 4 mois de gestion par l'Agence de la biomédecine, mais en plus qui est handicapée par le fait que l'Agence de la biomédecine n'ouvre ses possibilités de 4 mois de gestion des dossiers que 2 ou 3 fois par an, pour des périodes de quelques semaines, ce qui peut ralentir considérablement les recherches et puis aboutir aussi
je dois le dire, à des échecs par compétition plus facile d'autres équipes. Les idées scientifiques, certes, on peut avoir des idées brillantes tout seul, mais en général, c'est sur la base de développements qui sont accessibles à l'ensemble de la communauté, et c'est assez rare qu'on soit tout seul en France à avoir une bonne idée. Il y a souvent un de nos collègues qui a la même ailleurs, et plus on va vite, et plus on a des chances d'arriver les premiers. C'est pas forcément ce qu'on cherche toujours, mais en tout cas, on est assez content quand on est les premiers à apporter à la communauté scientifique un résultat qui permet d'avancer. Alors, en ce qui concerne les cellules IPS par rapport aux cellules souches embryonnaires, je voudrais juste dire quelque chose qui est absolument banal pour tout le monde. C'est lorsque vous avez le choix entre un maïs transgénique et un maïs cultivé en bio, en dehors du prix, vous allez plutôt choisir le bio. Et on fait tous ça spontanément parce qu'on considère que la nature se débrouille mieux que lorsqu'on a fait quelque chose qui certes est fondé sur des résultats scientifiques, sur des pratiques qui sont réglementées, mais qui a modifié le vivant. Et quand on modifie le vivant, on ne sait pas exactement ce que ça va donner. On sait ce qu'on revoit, on sait ce qu'on regarde, mais il y a plein de choses qu'on est incapable de voir, incapable de regarder aujourd'hui. C'est la même chose avec les IPS. Lorsque c'est apparu, on a dit en 2007, ce sont des cellules qu'on repousse à la case départ, ce sont des cellules qui prennent les caractéristiques des cellules souches embryonnaires, et pratiquement dès les mois qui ont suivi, il y a des tas d'équipes qui ont commencé à dire « Ah ouais, mais l'épigénome n'est pas le même, mais les cellules que je fais, elles sont très différentes les unes des autres, même lorsque ça vient du même donneur, lorsque j'ai fait la reprogrammation, il y en a qui donnent ça, il y en a qui donnent ça, donc il doit y avoir des différences. » On connaît de mieux en mieux, évidemment, au fur et à mesure qu'on travaille dessus, ces différences, et donc Cécile avait parfaitement raison de vous dire on en connaît, on sait qu'on a des choses qui sont différentes entre les IPS et les ES, et donc on a besoin des cellules souches embryonnaires, ne serait-ce que comme modèle pour savoir ce qui est différent dans des IPS, ce dont il faut tenir compte, mais c'est le même principe que lorsque Monsanto fait un maïs transgénique et que tout d'un coup les abeilles commencent à disparaître. Voilà, on a des dégâts collatéraux qui ne sont pas prévus par la manipulation génétique. Nous, on a les mêmes. Alors, les perspectives de la recherche tissulaire et en organes, je pensais que Cécile allait en parler plus que ça. Aujourd'hui, c'est l'avenir. C'est-à-dire qu'on a devant nous vraiment, je dirais presque une autoroute scientifique avec des pistes qui sont en plus multiples, et la construction d'organes, c'est une des grandes pistes sur lesquelles en gros on est tous engagés. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand je vous ai dit on fait de la thérapie cellulaire, on modifie juste, on remplace juste l'épithélium pigmentaire rétinien, dans l'équipe de Christelle Monville qui a mis ça au point, ce qui est en train de passer donc chez les patients, l'équipe est déjà en train de travailler sur comment faire 2 couches maintenant entre l'épithélium pigmentaire et les photorécepteurs, ce qui va nous permettre de faire un tissu un petit peu plus accessible pour des patients qui n'ont pas les mutations spécifiques dont j'ai parlé tout à l'heure de l'épithélium pigmentaire rétinien. Et puis c'est vrai pour les études sur le cortex cérébral. On a mis au point le traitement pour le syndrome de Phelan-McDermid à partir de cellules qui étaient des cellules corticales cultivées en 2 dimensions. Aujourd'hui, l'équipe d'Alexandra Benchois qui a fait ça travaille en organoïdes, c'est-à-dire laisse se développer les différentes couches du cortex pour regarder les interactions cellulaires qu'il y a entre ces différentes couches, et donc les altérations qui apparaissent au cours du développement dans le cerveau des autistes, d'un certain nombre d'autistes, de façon à voir comment ces désorganisations d'interactions cellulaires peuvent éventuellement être compensées par différentes approches thérapeutiques sur lesquelles on est en train de travailler.
Le rein n'est pas un domaine dans lequel AISTEM on travaille. On collabore avec une équipe, qui est l'équipe de Ton Rablink en Hollande, qui travaille spécifiquement sur la question. Et c'est vrai que c'est assez spectaculaire de voir se former dans les boîtes en 3 dimensions des glomérules, des tubules. Et puis, ça donne un accès maintenant à des désordres qu'on ne pouvait pas apprécier jusque-là lorsqu'on regardait une seule population cellulaire. On n'en est pas encore à la thérapie tissulaire, c'est-à-dire qu'en ce qui concerne le rein, personne aujourd'hui n'a encore trouvé la façon de faire l'architecture rénale qui nous manque, mais c'est l'étape d'après. C'est-à-dire que l'étape d'après, c'est de combiner nos cellules avec des moules, qui sont des moules en biomatériaux, et on s'associe beaucoup avec des gens qui travaillent sur les biomatériaux aujourd'hui pour donner des formes et donc recréer ce qui est un organe. Un organe, ça n'est pas simplement des couches de cellules ou des mélanges de cellules, c'est toute une structure, toute une architecture, et cette architecture, elle ne se reproduit pas spontanément dans nos boîtes de pétri. Il faut qu'on l'aide pour les organes un peu sophistiqués, mais on est en train de définir ce genre de moule avec des spécialistes des biomatériaux. C'est vraiment une des pistes. Une autre piste, c'est ce dont tout le monde parle, c'est les pistes d'ingénierie génomique, de chirurgie du génome. On a aujourd'hui, grâce à CRISPR, changé de monde avec ça. On avait quelques outils auparavant, mais qui étaient très très difficiles à utiliser, qui restaient trop sophistiqués pour qu'on puisse les répandre. Avec CRISPR, on a une technique extrêmement facile à introduire dans les laboratoires et qui permet de plus en plus de choses. On a commencé avec une technique qui donnait simplement des coupures simplement, c'est une façon de parler, des coupures à un endroit très précis dans le génome. C'était déjà de la chirurgie du génome. Et puis ensuite, cette coupure, on a pu y insérer des petits morceaux d'ADN très précis, et ça permettait déjà de corriger. Et puis ensuite, on a pu faire ça au niveau d'une seule base, sur les 6 milliards de bases, de façon extrêmement précise, tout ça en quelques années. Une base peut être maintenant modifiée grâce à CRISPR. Et les derniers travaux qu'on a vus sortir il y a 15 jours, 3 semaines, c'était que il y a des chercheurs qui ont modifié maintenant le système CRISPR de façon à ce qu'il ne coupe plus l'ADN et qu'il permette simplement la modification d'une base. Et ça, c'est un élément extrêmement important pour la sécurité, parce que le problème auquel on s'est heurté avec CRISPR dès le départ, c'était ce problème des hors-cibles. C'est-à-dire que CRISPR, c'est très spécifique, mais sur 6 milliards d'éléments, très spécifique, c'est pas suffisant, il faut que ça soit absolument spécifique. Et lorsqu'on utilise une paire de ciseaux, on préfère que cette paire de ciseaux, elle coupe pas à 5 ou 10 endroits à la fois. Il faut qu'elle coupe exactement à l'endroit où on veut. Et là, maintenant qu'on n'a plus de paire de ciseaux, on a juste une possibilité presque chimique d'adaptation d'une base. On va pouvoir aller beaucoup plus vite vers des thérapeutiques, parce que si cette technique peut être développée jusqu'à une thérapeutique, elle nous assure de cette sécurité. Il n'y aura plus des coupures partout, enfin n'importe où, pas partout, mais n'importe où dans l'ADN. Alors, je vais terminer là sur le cadrage que nous donne cette modification de la loi de bioéthique, juste pour répéter que aujourd'hui la loi de bioéthique est une loi qui concerne la recherche sur l'embryon, qui va aboutir à une réglementation, on l'espère, sur les cellules souches embryonnaires. Il faut qu'on s'arrête aujourd'hui et qu'on commence à réfléchir à l'application, à l'industrialisation et au développement des traitements. Il faut qu'il y ait dans une salle comme celle-ci maintenant des industriels qui viennent dire leurs besoins, qui viennent expliquer leurs perspectives, expliquer leur optimisme aussi sur ces différentes pistes.
parce que nous entrons dans une phase différente. Les chercheurs que nous sommes peuvent vous apporter un certain nombre d'éléments sur ce qui est en train de se dérouler, mais il faut que vous entendiez aussi les industriels vous dire comment ils voient ces perspectives et quels sont leurs besoins. Et du coup, qu'ils viennent discuter avec vous aussi de ces réglementations et des difficultés éventuellement que ces réglementations peuvent leur poser. Merci, professeur. Merci, Madame la Présidente. Je me tourne maintenant vers l'ensemble des sénateurs présents. Je crois que j'ai déjà quelques demandes de prise de parole. Donc, Madame Cohen pourrait commencer. Merci, Madame la Présidente. Donc, merci pour cet exposé extrêmement riche. Il me semble, j'ai deux styles de questions. Il me semble peut-être que c'est quand même important, en tout cas moi c'est de cette façon-là que je le perçois, de distinguer la recherche sur l'embryon et la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Je ne sais pas si c'est votre point de vue, parce qu'il me semble que les questions éthiques ne se posent pas obligatoirement de la même façon, mais peut-être que... voilà. Et du coup, je voudrais avoir votre appréciation sur le fait que la question de la limite de la culture des embryons à des fins de recherche était auparavant de 7 jours. Et dans la proposition, dans le projet de loi, de 7 jours, c'est passé à 14 jours, si je ne me trompe pas, en prenant en fait, à mon avis, un peu exemple, ou en tout cas en étant sollicité par ce qui se passait dans les pays voisins, puisqu'il y a déjà d'autres pays qui étaient sur ce délai de 14 jours. Et je voulais avoir votre appréciation. Est-ce que vous pensez que c'est positif et que c'est suffisant, ou est-ce qu'il faudrait encore, par rapport au délai, enfin, est-ce que ça vous semble positif? Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est que vous parlez donc du virage industriel à ne pas rater et des moyens aussi qu'il faut investir. Du coup, j'ai fait un parallèle avec les moyens qui sont, à mon sens, insuffisants et qui sont accordés à la recherche au niveau des politiques de notre pays. Moi, je plaide pour qu'il y ait un pôle public du médicament et de la recherche. Et du coup, je me suis interrogée par rapport à ce virage industriel à ne pas rater sur les garde-fous, en quelque sorte. Et est-ce qu'il ne serait pas nécessaire, outre la réglementation dont vous avez parlé, professeur, qu'il y ait, et peut-être que ça existe après tout, que je ne le sais pas, une espèce de charte éthique? Parce qu'il peut quand même, à mon avis, y avoir quelques dérives, et surtout quand on parle de commercialisation, etc. Mais peut-être que je me fourvoie. Merci. Parole également à Madame Meunier, et puis vous répondrez peut-être à ces questions. Merci, Madame la Présidente. Moi, j'ai une question pour Madame Martina, qui nous a parlé des attaques contre les programmes de recherche en donnant les motifs principaux. Mais est-ce que vous pouvez nous dire qui attaque? Est-ce que est-ce que ce sont des professionnels, des associations, des collègues, des confrères, voilà. Donc ça, c'est une question. Et puis, je voudrais vous entendre sur ce qu'on a appelé le baby médicament, ce qui a été enlevé du texte à l'Assemblée nationale, et avoir un peu votre éclairage là-dessus. Je vous remercie. La parole pour ces deux interventions, ces deux séries de questions. Moi, je fais ça et ça. D'accord, comme ça, tu viens pas dire après que tu pensais que j'allais parler de ça. D'accord. Alors, il est évident par rapport à votre commentaire sur la distinction entre la recherche entre l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines. Comme je le disais dans le préambule, clairement, on ne peut que se féliciter en fait que la proposition du texte de loi prenne enfin ça. Nous, c'était une revendication qu'on avait au niveau de la FSSCR, parce que vraiment, on considérait que c'était le point d'ancrage, en fait, pour pouvoir commencer à travailler un texte de loi pour les cellules souches embryonnaires humaines. Pour la limite 7 jours à 14 jours, comme je l'ai précisé, moi, personnellement, je ne travaille pas sur l'embryon. Et je considère que je n'ai pas forcément les connaissances scientifiques nécessaires pour pouvoir parler de ça. Juste avant moi, il y avait Pierre Sabatier, on s'était un peu réparti les tâches avec Pierre. Pierre, je pense, a dû aborder cette problématique. Moi, je ne peux que suivre ce que me disent mes collègues
de la société savante en particulier, où c'est vrai qu'on regrette, il y a un certain regret sur le fait qu'il y ait cette limitation à 14 jours. Vous parliez en fait du fait qu'elle avait déjà évolué entre 7 jours et 14 jours, que pour certains pays, il y avait une réflexion. Il faut savoir qu'en Angleterre, ils sont même en train de réfléchir à étendre ça. Alors pourquoi il y a cette demande d'extension ? C'est parce que, en fait, il y a deux raisons, il y a deux arguments qui ont été utilisés pour mettre cette limite à 14 jours. Une raison philosophique, purement philosophique, et une raison scientifique. La raison scientifique, c'est qu'à partir de 14 jours, on commence à voir apparaître des cellules, des structures neuro-ectodermiques, qui sont les prémices, en fait, de l'élaboration du cerveau. Et qu'à ce moment-là, on a commencé à se dire, à 14 jours, va commencer à apparaître la conscience. Ça n'a jamais été démontré qu'à 14 jours, il y avait l'apparition de la conscience en même temps que l'apparition de ces structures neuro-ectodermiques. Maintenant, je peux juste faire le regret qu'en effet, étendre au-delà de 14 jours nous permettrait peut-être de mieux comprendre ce qui peut se mettre en place, quels sont les mécanismes dans le cadre d'une recherche fondamentale qui peuvent expliquer, qui peuvent contrôler la mise en place de ces structures neuro-ectodermiques et qui seraient extrêmement importants, en particulier pour tout ce qui est procréation médicalement assistée et infertilité. Il faut savoir à l'heure actuelle, en tant que femme, on a toutes pris du gynépham depuis quelques années parce que le gynépham contient, une des molécules contenues dans le gynépham, c'est l'acide rétinoïque, dont on sait qu'il est important à la mise en place en fait de ces premières structures. Donc c'est vrai que continuer la recherche en fait sur ces structures devrait nous permettre en fait de mieux appréhender les mécanismes. Mais à nouveau, je ne me considère pas comme étant spécialiste, donc je préfère pas trop m'aventurer. Et donc je laisse Marc parler du virage industriel et du bébé médicament. Alors, évidemment, on est un vieux couple, donc. Ça fait 15 ans. Donc on se connaît bien, mais du coup, je complète toujours ce que dit ma jeune collègue. Il faut se souvenir que la loi de 1994, la loi de bioéthique de 1994, qui a interdit tout travail de recherche sur l'embryon pendant 10 ans, et puis qui l'a beaucoup limité ensuite, a été suivie par un arrêt quasi total dans notre pays de tout travail pour améliorer la fécondation in vitro. Et nous qui étions un pays très en pointe, jusqu'à 1994, très en avance en termes de résultats de la fécondation in vitro, du pourcentage de réussite de la fécondation in vitro, on est tombé, mais très très bas, dans les classements, on en parle toujours, pour cette fécondation in vitro, parce que nos chercheurs n'ont plus pu faire leur travail et continuer, comme le faisaient nos collègues à l'étranger, à développer des techniques qui améliorent de plus en plus la fécondation in vitro. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que finalement, même si c'est pas mon domaine propre de recherche, moi j'entends les collègues qui viennent demander à ce que on puisse étendre leur travail sur l'embryon au-delà de 7 jours, jusqu'à 14 et même au-delà de 14 jours. Je les entends nous dire des choses absolument évidentes. Qu'est-ce qui se passe malheureusement souvent dans le cadre non seulement des fécondations in vitro, mais en général de la grossesse, c'est des défauts qui ne sont pas seulement des défauts de développement propre de l'embryon, mais des défauts de nidation, des défauts d'interaction avec les structures utérines. Et cela, c'est des choses qu'ils ne peuvent pas aborder. Il ne s'agit pas évidemment de faire des recherches sur l'implantation dans l'utérus de mère, mais il s'agit de regarder ce que sont ces cellules qui font la nidation, et c'est des cellules qui leur échappent aujourd'hui, et ça limite évidemment leur possibilité d'action en recherche. Et je voudrais dire que une loi de bioéthique, c'est une loi qui doit d'abord éviter que les résultats scientifiques, les résultats obtenus par les chercheurs, se traduisent par des dysfonctionnements dans leur application à la société, à l'espèce humaine et même en général d'ailleurs à toutes les espèces animales et végétales. Il s'agit de faire en sorte de mettre une barrière entre ce qui est autorisé dans la recherche, parce que les chercheurs ne peuvent travailler qu'à condition d'aller dans des terrains inconnus, donc par définition des terrains qui ne peuvent pas être réglementés puisqu'on ne les connaît pas.
hein, amener des connaissances et que ces connaissances soient ou pas appliquées ensuite à la société. Et c'est là que se situe la barrière, pas au niveau de la recherche. La loi de 94, de ce point de vue-là, a été catastrophique pour nous, parce que c'était la première fois qu'on nous interdisait des recherches. On nous interdisait d'aller sur des terrains. Et il ne faudrait pas que les révisions de lois de bioéthique périodiques persistent dans cette erreur. Il faut que la recherche soit libre, réglementée, avec la nécessité pour les scientifiques de dire ce qu'ils font et de le faire sur la base d'une formation qui soit reconnue, mais qu'on leur permette d'aller sur les terrains inconnus, parce qu'autrement, ils ne ramèneront pas de connaissances nouvelles. Ça, c'était sur l'embryon. Je partage tout à fait l'avis de Madame la sénatrice sur le déficit financier de nos recherches. Je rappelle quand même que l'accord de Lisbonne date de 2000, qu'on s'était engagé, nous, le gouvernement français, à aboutir, comme nos voisins, à 3% de PIB dans la recherche. On partait de 2,15 et d'y aboutir en 10 ans, puisque l'objectif était de 10 000, qu'on est à 2,2. Que il n'y a jamais eu véritablement de poussée et que ça se traduit par un déclin qui est reconnu par tout le monde de la recherche française. J'espère que ce n'est pas le cas chez nous, celui de Souche, mais c'est un déclin qui est enregistré partout. Et on va continuer tant que les moyens ne seront pas mis. Je voudrais dire que l'Allemagne, qui a démarré en même temps que nous en 2000 avec le même pourcentage de 2,2 et depuis 2010 maintenant largement à 3% et au-dessus, et qu'il y a des pays qui sont très nettement au-dessus. Donc j'en profite puisque je suis au Sénat pour vous envoyer ce message qui est vraiment le message de la communauté scientifique. On n'est plus exactement dans la rue comme on l'était en 2004 avec Sauvons la recherche. On essaye, on ne peut pas y être tout le temps, mais on rappelle quand même qu'on est effectivement dans un pays qui devrait avoir cet objectif. Alors, tu veux que je parle du passage industriel? Oui, d'accord. Donc, je vais parler du virage industriel. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il faut absolument que vous entendiez les industriels. Il faut absolument qu'il y ait une anticipation. Vous êtes en train de travailler finalement sur le passé de nos recherches. La loi de bioéthique est révisée régulièrement sur la base de ce qu'on vous amène de connaissances. Et vous courez après nos connaissances quelque part. Mais bon, ça se passe suffisamment souvent peut-être pour améliorer les choses. Mais maintenant, on vous dit, regardez devant, parce que devant, on sait ce qu'il y a, on sait ce qui est en train de se construire, et il y a pour vous besoin de le savoir pour vous permettre d'anticiper. Alain Millon avait parfaitement raison de rappeler que le Sénat avait été très en pointe dans cette réflexion bioéthique en 2011. C'était, on a même cru à un moment donné que le Sénat allait gagner. On a été un peu déçus après. Dans ses choix et dans son anticipation, il nous avait bien écouté, bien entendu en tout cas, sur ce qui allait se faire, ce qui allait se passer dans nos laboratoires et dans les services cliniques. Vraiment, aujourd'hui, vous avez besoin de les entendre, vous avez besoin de savoir ce qui est en train de se travailler, au moins dans leur cerveau, et éventuellement déjà même dans leurs usines, parce que il faut absolument que nous soyons en pointe, puisque nous avons la possibilité de l'être aujourd'hui dans cette bioproduction cellulaire appuyée sur les cellules souches pluripotentes. On va vous parler chez les industriels de cellules IPS aussi bien que de cellules ES. Ça dépendra des industriels que vous verrez, mais le principe est le même, c'est-à-dire que nous allons vers une nouvelle forme de médecine qui est une médecine régénératrice, qui est une médecine qui va rechercher des traitements sur la base de cellules développées en laboratoire. Et vous avez devant vous les grands acteurs de la pharma. Donc c'est quelque chose qui mérite certainement que vous y alliez. Est-ce que leurs moyens sont suffisants? Les moyens de la pharma, j'en parle pas.
je pense qu'aujourd'hui, la question pour eux, c'est de savoir s'ils vont le faire ici ou s'ils vont le faire de l'autre côté de la frontière. C'est clair que leur principale interrogation, et c'est pas nouveau, je voudrais rappeler qu'en 2009, nous, on a été contactés par un industriel pharmaceutique qui voulait développer ces approches de médicaments, qui l'a d'ailleurs fait et qui a d'ailleurs eu des succès. C'est Roche. Roche est venu nous contacter parce qu'ils avaient compris qu'il y avait des développements chez nous qu'ils ne trouvaient pas ailleurs. Et on a travaillé pendant 2 ans et demi avec eux. On a formé leurs équipes, on a construit leur laboratoire, on a obtenu des résultats et ils ont continué de leur côté à travailler, en particulier sur l'amyotrophie spinale infantile avec des cellules dérivées donc, de patients. Sauf que lorsqu'ils sont venus nous voir et qu'ils s'apprêtaient à travailler avec nous, on leur a dit mais construire votre laboratoire, ça serait bien, faites-le à Évry. Vous êtes juste à côté de nous, il y a de la place, on peut vraiment trouver les moyens et tout. Et ils nous ont dit non, avec la loi que vous avez, c'était en 2009, avec la loi que vous avez, on ne sait pas si dans 2 ans, on ne va pas perdre tous les investissements qu'on aurait fait. Donc on le fait de l'autre côté de la frontière. On est effectivement allé construire leur laboratoire à Bâle. Tu veux que je parle du bébé médicament avant que tu dises par qui on est attaqué? Il y a besoin que vous parliez avec eux et que vous élaboriez avec eux. Je ne peux pas répondre à leur place. Je serais évidemment assez partisan d'une charte, même si les chartes, vous savez. Bon, mais en tout cas d'un engagement qui soit, mais que ce soit un engagement commun. J'allais dire réciproque, c'est pas le cas, c'est un engagement commun autour de ces développements. Et je pense, pour avoir discuté avec certains d'entre eux, puisqu'on est lié à plusieurs d'entre eux en ce moment dans ces perspectives-là, qui seraient heureux de pouvoir le faire maintenant et pour eux d'avoir un peu plus de certitude sur au moins l'environnement réglementaire et légal dans lequel ils veulent construire. Et il y en a qui veulent construire en France, hein, c'est clair, c'est pas simplement des étrangers, il y a aussi des étrangers, mais il n'y a pas que des étrangers. Alors, le bébé médicament, ça n'est pas le domaine de recherche. La position qu'on peut vous donner, Cécile et moi, on a, je ne sais pas si on est la même d'ailleurs, on a souvent discuté. La position qu'on peut vous donner, c'est une position de citoyen, c'est-à-dire la possibilité d'accéder à des cellules provenant de... alors il ne s'agit pas de cellules souches embryonnaires dans ce cas-là, il s'agit de cellules souches hématopoïétiques, mais de cellules provenant du frère ou d'une sœur d'un bébé qui est atteint d'une leucémie et qui passe par un tri d'embryons. C'est pas un domaine de recherche, c'est un domaine qui a été ouvert par une recherche qui a eu lieu dans les années 80-90. Donc on n'est plus dans une loi de bioéthique qui s'applique à la recherche. Ma position de citoyen, c'est que dans la mesure où c'est possible et où ça peut servir, je ne vois pas pourquoi on l'empêcherait. La position pragmatique, c'est aujourd'hui, quand on regarde à quoi ça a servi, ça n'a pas servi. Donc je pense que c'est ça qui a abouti à cette modification qu'on vous propose. Moi, je ne suis pas partisan de la modification parce que peut-être que demain, ça pourrait être utilisé et avoir d'autres possibilités thérapeutiques. On n'en sait rien, peut-être que c'est en train de se préparer dans les laboratoires de recherche qui ne sont pas les nôtres, mais peut-être. Donc je ne vois pas pourquoi on le retire, mais en même temps, ça n'est pas du domaine dans lequel nous, on peut intervenir en tant que scientifiques. Donc, juste pour compléter les propos de Marc, oui, en tant que citoyenne, en tant que maman de 2 petits garçons aussi, voilà, je défends exactement le point de vue que vient d'énoncer Marc. Après, il faut aussi rajouter juste une bémol également sur ce qu'on entend par bébé médicament. Il y a aussi dernièrement, en fait, en Chine, ces fameux bébés CRISPR dont le génome a été modifié. Voilà, nous, clairement, notre position, c'est qu'on est vraiment contre toute manipulation, en fait, par modification génétique.
Pour revenir sur les attaques et par qui, les attaques, c'est absolument pas secret. Hein. On avait fait d'ailleurs avec Marc on avait co-signé une tribune dans Le Monde où on dénonçait en 2017 ceux qui nous attaquaient, c'est la Fondation Jérôme Lejeune. Voilà. Toutes les attaques émanent de la Fondation Jérôme Lejeune. À nouveau, en tant que citoyenne, moi j'aimerais qu'on me dise combien a dépensé l'Agence de la biomédecine pour répondre à toutes ces attaques. C'est-à-dire que l'Agence de la biomédecine a dû totalement reconvertir son activité sur la réponse à ces attaques juridiques. Et j'aimerais savoir, en tant que citoyenne, combien ça a coûté à l'État et combien ça nous a coûté indirectement. Donc on dénonçait dans cette tribune de 2017 le fait que c'était une fondation d'intérêt public et on se demandait pourquoi elle était encore d'intérêt public. Je vous remercie pour ces précisions. J'ai une nouvelle demande du sénateur Chassaing. Non ? Alors, Madame Mercier, par contre. Merci, Madame la Présidente. J'écoute vos paroles avec énormément d'attention. Évidemment, en tant que médecin, en tant que maman, je peux parfaitement comprendre ce que vous dites sur ces avancées thérapeutiques qui ouvrent des horizons vertigineux et extrêmement positifs. Mais là, nous sommes des législateurs. C'est-à-dire que c'est toute la rigueur du droit que nous devons trouver. La loi, finalement, elle est faite pour quoi ? Elle est faite pour rendre la société meilleure. Donc c'est un paradoxe. C'est un paradoxe parce qu'on a envie d'ouvrir toutes ces portes. Vous avez les meilleures raisons du monde, mais, 3 petits points, non pas que je prenne des positions extrêmes. La question se posait déjà il y a 15 ans, est-ce que la dignité humaine est dans les gènes ? J'ai envie de vous dire, les gènes de qui ? Les gènes de celui qui va couper le génome, les gènes des industriels ou le génome lui-même ? Bien sûr que non. Donc en fait, cette position d'équilibre qu'on recherche tous, elle est un petit peu comme un rêve. Si on ouvre toutes ces portes, que vont en faire certains ? Donc je partage l'avis de ma collègue Laurence Cohen avec une charte d'éthique. C'est navrant de voir ce laboratoire qui va s'installer de l'autre côté de la frontière, mais est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une position alors française, parce que effectivement nous avons des lois qui sont qui cadrent peut-être de trop, je ne sais pas, et qui ferment ces avancées, qui pourraient encore aller plus loin dans la recherche, mais est-ce qu'on ne pourrait pas travailler avec les industriels comme vous le suggérez pour une recherche éthique avec une charte qui pourrait être co-signée de façon à ce qu'on puisse faire des recherches sur les cellules souches, les cellules embryonnaires, certes, mais aussi se garantir d'usages que nous ne pourrions absolument pas partager. C'était l'audition réalisée par la commission bioéthique du Sénat sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. Les chercheurs auditionnés, Marc Péchanski et Cécile Martina, ont salué le projet de loi bioéthique qui facilite la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Cette recherche pourrait par exemple permettre à l'avenir de guérir des maladies des muscles et de la rétine. L'enjeu est maintenant de développer la production de ces traitements à l'échelle industrielle. Notez que demain, le projet de loi bioéthique arrive sur les bancs du Sénat avec une mesure phare, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.